Vous écoutez Procrastination, épisode 20, Promesses et paiement. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. Promesses et paiement, promesses narratives, en fait. Et finalement, la notion de promesse narrative, elle s'illustre et elle se trouve dans une règle dite du fusil de Tchekhov qui est l'expression la plus simple de cette notion qu'on puisse trouver. Oui, en fait, c'est un principe dramaturgique, en fait, qui est tiré d'une lettre de Tchekhov de 1889 à propos d'un monologue qu'il jugeait superflu. Mmh. Donc, il dit dans sa lettre: il ne faut jamais placer un fusil chargé sur scène s'il ne va pas être utilisé. C'est mal de faire des promesses que l'on n'a pas l'intention de tenir. En fait, c'est simplement ce qui veut dire simplement que tout élément mémorable du récit doit servir à la narration. En fait, c'est assez simple comme principe. C'est devenu une technique, et c'est la technique du fusil de Tchekhov, où qui peut se décomposer en fait en deux phases, qui est la préparation, qui fait la promesse, où on va installer, on va faire apparaître, on va évoquer l'élément narratif, et le paiement, qui est la matérialisation de la promesse, où on va déclencher le tir du fusil de Tchekhov. Tout à fait. Tout simplement. Donc, avec pour but, alors il y a plusieurs buts, justement. Il y a une sorte de récompense implicite du lecteur ou du spectateur pour son attention, et c'est une manière de donner cohérence aussi au récit. C'est dans l'aspect de la technique narrative, moi ce que je trouve intéressant dans alors on pourra généraliser la notion plus tard, mais dans le concept du fusil de Tchekhov, c'est que dans l'écriture, on peut parfois se rendre compte qu'à l'acte 3, on a besoin que quelqu'un tire un coup de feu. Et que à ce moment-là, on se dit, il faut que je trouve à mettre une arme à feu avant. Et la construction peut souvent se placer comme ça. C'est souvent le cas d'ailleurs chez les structurels, et je pense que c'est la raison pour laquelle on a tellement besoin de connaître la fin à la base. C'est parce que cette fin vient en fait être le paiement générique de toute la promesse narrative qui est le récit. Et donc, avoir le paiement permet ensuite de mettre les cailloux, de tracer le sentier pour développer la promesse narrative jusqu'à son paiement final. En fait, c'est Twain qui nous dit, je crois que Mark Twain qui nous dit la différence entre la réalité et la fiction, c'est que la réalité est en rien tenue à la vraisemblance. En fait, je pense que derrière ça, il y a toujours l'idée que la fiction elle est causale de base. Un élément va en entraîner un autre, etc. Et ça se passe à tous les niveaux. Il y a les enjeux du récit au sens large, mais il va y avoir les enjeux de la scène, il va y avoir les enjeux du paragraphe. Tout ça, c'est un énorme fil de causalité, grandes et petites. Et que finalement, la notion de promesse narrative vient de là, c'est qu'il y a une attente, peut-être encore plus aujourd'hui, sur le fait que tout élément d'un récit, peut-être pas forcément ne va servir, mais que il va y avoir une forme de vraisemblance, une forme de logique et de cohérence interne que, comme le dit Twain, finalement, la réalité n'a pas forcément, en fait. Et que si un élément est utilisé ou est introduit, que ce soit à une grande ou une petite échelle, il faut qu'il crée une forme de conséquence derrière. Et quand ces conséquences sont absentes, il peut y avoir manquement de paiement de la promesse, ça peut éventuellement générer une insatisfaction, ou même plus grave, donner un sentiment d'incohérence au lecteur. Oui, pour moi, en fait, faire une promesse comme ça, narrative, alors, quand on parle de fusil, c'est un fusil abstrait. C'est-à-dire que ça peut être un objet, un véritable objet, mais ça peut être une notion, par exemple, le fait d'avoir peur de l'eau, d'être phobique de quelque chose. Alors là, le cinéma, on a usé de cette histoire de phobie. Mais voilà, il faut pas prendre ça comme un véritable objet, même si ça peut revêtir vraiment un véritable objet. Mais en tout cas, au niveau, narratif, je dirais que c'est une promesse, ça introduit un déséquilibre. C'est-à-dire ça crée une attente, même si elle est subliminale, on va dire, mais ça crée une sorte de déséquilibre. Et donc tout le récit, ça va être finalement de rétablir cet équilibre et de faire réapparaître cet objet pour qu'il serve. On va rétablir un équilibre qui est celui finalement de résoudre une équation. On était dans un moins quelque chose, faut retourner au zéro de l'origine. Je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que plus la promesse est élevée, plus le paiement doit l'être aussi. Oui, d'une manière générale. Complètement. Mais il peut y avoir un cas de figure, alors je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de cas qui sont un petit peu à côté de ça. C'est le cas où on a un élément qui peut paraître être une promesse. En l'occurrence, j'ai eu le cas dans une nouvelle où je voulais introduire un élément de mystère, mais il était évident pour moi que ce qui m'intéressait, c'était les conséquences de ce mystère sur un personnage et pas du tout la résolution du mystère.
Pour moi, il était entendu que ça, je n'allais pas en traiter, c'était pas le sujet. Et cette nouvelle a dû connaître plusieurs versions, parce que dans la première, systématiquement, tous les lecteurs qui ont lu le texte m'ont dit, bon, c'est très bien, mais quand même, on aimerait bien savoir. Et ça a été compliqué de trouver comment doser et comment introduire quelque part une autre, enfin, contrecarrer cette promesse en faisant comprendre très tôt au lecteur que l'enjeu ne va surtout pas être là. C'est un peu compliqué à doser. Ouais. Bah, en fait, si on considère un peu l'aspect du fusil de Tchekhov comme une équation, c'est-à-dire que quelque chose, voilà, qui va servir qu'on fait apparaître et puis qui va servir, c'est vraiment des variables, en fait, qui arrivent. On peut voir un peu les variations narratives de ça. C'est-à-dire que on a donc là, le fusil de Tchekhov, finalement, c'est la base. C'est-à-dire qu'on fait apparaître quelque chose qui va servir. Ouais. On peut avoir un fusil à blanc de Tchekhov, c'est-à-dire une promesse non tenue. Oui. Mais ça veut pas dire du tout que qu'on introduit forcément une incohérence, parce qu'on peut s'en servir, ça peut être une fausse piste. Tout à fait, complètement. Oui, oui. Et donc au contraire, un fusil à blanc de Tchekhov, c'est aussi important qu'un fusil de Tchekhov, en particulier dans des fictions qui sont balisées de fusils de Tchekhov. Complètement. C'est une technique fréquemment, c'est une question que je reçois parfois de loin en loin, la technique sur le blog ou ailleurs, c'est comment je fais pour entraîner mon lecteur sur de fausses pistes, ou comment je fais pour cacher le ressort de mon récit. Et fréquemment, consiste à jouer sur les promesses et les paiements, c'est-à-dire donner l'impression que la promesse narrative s'engage dans une direction, tout en distribuant les éléments du véritable fusil, en fait. Oui, et puis qu'est-ce qu'un Deus Ex Machina si ce n'est un paiement sans promesse, finalement. Oui, exactement. Alors le Deus Ex Machina, juste pour le rappel, c'est quand le problème est résolu d'un mécanisme qui n'a été annoncé nulle part. Ça vient du théâtre antique, où les personnages étaient mis dans des situations invraisemblables et inextricables, et les dieux apparaissaient au dernier acte pour résoudre le problème, ou en tout cas pour distribuer les baffes et les récompenses. Et c'est effectivement ça, c'est l'inverse de la promesse sans paiement, c'est le paiement sans promesse. Ou l'inverse, comme tu disais, Mélanie, des promesses qui ne trouvent pas de paiement, en tout cas pas de paiement narratif, mais qui peut trouver, j'allais dire, une autre forme une autre forme de paiement, mais pas celle qu'on pourrait attendre. Voilà, pas la plus évidente. Exactement. Il y a un type de procédé que je trouve souvent assez admirable dans certains textes, c'est le fait en quelque sorte de masquer le fusil au milieu d'autre chose. Et je pensais, il y a beaucoup ça dans Harry Potter, où on a énormément de petites digressions qui sont amusantes et qui étoffent l'univers. Et je me suis aperçu que Rowling, très souvent, va planquer au milieu d'une digression. Admettons, c'est dans le 2e livre, je crois qu'il y a toute l'histoire avec le fantôme des toilettes des filles. On trouve ça vraiment, moi, ça m'avait beaucoup amusé. Il y a un fantôme dans les toilettes des filles, voilà, ça participe au décor. Et en réalité, on découvre à la fin du livre que ce fantôme, en fait, cette fille a été tuée dans des circonstances, elle est témoin de quelque chose, et c'est un élément absolument clé de l'intrigue. Mais au départ, on ne le sait pas, on pense que c'est juste un petit truc rigolo pour étoffer. Et je suis assez admiratif de ça quand on réussit à le faire. Je pense que alors là on parle du mécanisme pur, promesse, donc élément et paiement de la promesse derrière. Je pense qu'il est important de dire aussi que cette mécanique narrative fondamentale est presque, il faut la manier avec recul et délicatesse, parce que elle est presque devenue un cliché. Et je pense que c'est pas presque d'ailleurs. Oui, je retirais le mot presque. Ouais, ça fait lien avec l'épisode sur la concision, ne pas dire presque. L'exemple tarte à la crème que tout le monde connaît, c'est dans la série policière américaine moyenne, où à partir du moment où on va s'intéresser beaucoup à un personnage, alors j'aurais envie de dire dans les années 90, c'était le coupable, et aujourd'hui la ficelle est devenue grosse, donc on le fait, mais le spectateur sait que du coup on met de l'attention sur lui, c'est pas lui, et du coup ce sera le personnage le plus improbable, mais ça redevient là encore une forme de cliché. Donc le dosage du paiement et de la promesse, si on fait une promesse, bien sûr il faut la payer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut, et au contraire, ça ne veut pas dire qu'il faut la payer d'une manière qui soit attendue ou naturelle ou évidente, au contraire, parce que de plus en plus, les lecteurs, on n'est jamais été probablement aussi bombardés de narration qu'à notre époque, et donc tous les mécaniques narratives sont extrêmement assimilées rapidement par les lecteurs, et je pense encore plus dans les genres qui nous intéressent, où on a quand même des lecteurs plutôt spécialistes et rompus aux tropes des genres. Donc c'est un peu le risque quand on les multiplie du coup. Oui. C'est aussi une tendance du coup, pour contrer justement la tendance des lecteurs ou des spectateurs assidus qui vont tout de suite décrypter justement ce dont tu disais. Donc du coup, on peut aboutir à multiplier les trucs et le récit devient un dédale inextricable. Oui. Et en plus une sorte de dédale utilitariste,
qui ne donne pas en plus une image très vivante Complètement. de l'univers fictionnel dans lequel on est. Pour moi, en fait, le fusil de Tchekhov, ça définit une sorte d'espace fictionnel où l'auteur détermine le niveau d'utilitarisme de son histoire. Tout à fait. Et donc, le talent, ça va être d'abord d'amener de façon la plus naturelle possible et de faire oublier qu'il s'agit d'un procédé. Quand on utilise ce procédé de Tchekhov, faut le faire de façon discrète et de façon la plus subliminale possible, je pense. Ouais. Mais il y a aussi le fait de donner des éléments sur le même plan et qui ne sont pas des fusils de Tchekhov. Tout à fait. Et parce que simplement, on va avoir un univers du coup qui va vivre pour lui-même et pas que pour l'histoire. Et pour moi, c'est le défaut d'un certain nombre de thrillers ou de livres fantastiques où on ne va plus avoir que des éléments signifiants pour l'histoire. Mais au final, tout ce qu'il y a autour n'a plus d'importance en fait. Et pour moi, typiquement, ça va être par exemple les émules de Hitchcock. C'est typiquement l'exemple des fusils de Tchekhov à qui mieux, et rien autour, plus rien autour. Alors que il avait très bien capté qu'au-delà de la couche narrative, Hitchcock, il y avait une dimension psychologique qui était très très importante et qu'il arrivait à faire des doubles sens et des choses qui échappaient justement à ça. Tout à fait. C'est comment échapper, de savoir maîtriser le fusil de Tchekhov, c'est aussi de savoir maîtriser comment échapper à ces mécaniques-là, en fait. Exactement. Parce que c'est un code qui est très ancré dans la narration, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Pendant que tu parlais, je me disais finalement, le meilleur antidote pour moi à l'utilisation très utilitariste et mécanique de cette technique-là, c'est la chair et l'atmosphère. C'est la vie, tout simplement. De manière à ce que la mécanique narrative émerge beaucoup plus organiquement. C'est un truc qu'on dit fréquemment dans ce podcast. Et ou en tout cas, que si mécanique il y a, elle soit enterrée ou en tout cas plantée dans le jardin, avec des tas de jolies fleurs à regarder narrativement, de la chair, de l'atmosphère, et non plus un rouage, en fait, à proprement parler. Et puis on peut jouer avec ça. Oui. Par exemple, Hitchcock, pour revenir à lui, il avait joué avec le fusil de Tchekhov, comme il jouait avec les personnages, etc. Et récemment, j'avais justement un contre-exemple de ça avec la série Dirk Gently, qui a pour le moment une saison où les promesses s'accumulent sans paiement pendant plusieurs épisodes. C'est intéressant, parce que du coup, donc on est en rupture avec les règles qu'on vient d'énoncer. Où à un moment il faut un paiement, et dans une série américaine normale, à la fin de l'épisode, il y a au moins un paiement. Là, il n'y a pas de paiement, et ça va être l'accumulation des promesses et l'interaction entre ces promesses qui vont faire la chair de l'épisode. Tout à fait. Moi, je pense que ce qu'on peut aussi mentionner, mentionner une question que cette histoire de promesses et de paiement vient d'une foi très ancrée du lecteur, spectateur, dans le principe de causalité de la narration. Je pense que ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que ces promesses et ces paiements se placent à tous les niveaux. Une phrase de description est une forme de promesse narrative microscopique, puisque si une description est plutôt cohérente, elle va suivre une certaine logique. La mécanique la plus basique, c'est une description classique, va aller de gauche à droite, du général au particulier, et donc, à partir du moment où l'on part sur une forme de détail dans une description, tout simplement, la phrase suivante va s'enchaîner d'une manière relativement naturelle avec les précédentes, construisant la mécanique et le flux du récit d'un degré à l'autre. Le genre est une promesse narrative à part entière aussi. Le niveau de style est une promesse narrative à part entière. Dans le genre, par exemple, les questions un truc que le cinéma hollywoodien aime bien, c'est où se trouve le danger, par exemple. Est-ce que c'est Schwarzenegger qui a des chargeurs infinis dans sa mitrailleuse et qui de toute façon ne se fait jamais toucher par aucune balle, ou est-ce que on est au contraire dans quelque chose de beaucoup plus réaliste? Tout l'univers aussi, à travers ces codes, crée une forme de promesse narrative avec laquelle on peut se situer en rupture, le cas échéant. Il y a un roman de fantasy, je crois que c'est Trudy Canavan, qui introduit son personnage principal dans les règles de l'art, et je crois le tue au chapitre 7. Mais c'est pas une rupture de promesse, en un sens. Ça s'appelle une promesse rompue de façon intelligente, ça s'appelle un twist ou un coup de théâtre. Et savoir le doser, savoir le trouver, justement, comme tu disais, Laurent, maîtriser le contour des promesses qu'on fait pour savoir comment, justement, soit les satisfaire, soit prendre
le lecteur à contre-pied, tout ça participe de la mécanique narrative, et c'est là que la maîtrise de l'auteur se trouve. Nous arrivons à la fin du temps imparti, peut-être une dernière citation, dernière de la saison, pour clore. Eh ben, une citation avec laquelle je suis pas tout à fait d'accord en plus. Donc, de l'intérêt de cette citation. Une citation de John Irving. On ne peut pas faire réfléchir le lecteur si on ne l'a pas diverti pendant les 300 premières pages. Il abandonne avant et il a raison. C'est une sacrée promesse narrative avec laquelle on peut être en désaccord. Donc ainsi s'achève cette première saison de Procrastination. Merci de nous avoir suivis pendant cette année et merci de vos commentaires et de votre enthousiasme sur le concept. Du coup, eh bien, grâce à vos commentaires et qui nous a fait très plaisir et vos retours positifs, nous rempilons pour une saison 2. Donc on sera de retour le 15 septembre, comme on a commencé cette saison 1, retour le 15 septembre et ce sera probablement le planning dans lequel on s'engagera. Si vous avez aimé cette saison, n'hésitez pas, le cas échéant, on fera pas beaucoup d'annonces là-dessus, hein, mais le cas échéant, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre agrégateur de podcasts favori, iTunes ou autre, tout simplement pour aider éventuellement d'autres auteurs à découvrir l'émission. N'hésitez pas également à nous faire des retours sur le fil correspondant du forum de Elbakin, que nous remercions à nouveau pour l'hébergement, la logistique. C'est grâce à eux que on a cette plateforme, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est mise en ligne des épisodes, alimentation des flux, et merci à nouveau à eux pour tout le support technique et le soutien technique. Et donc n'hésitez pas à donner votre avis et à peut-être poser vos questions sur le métier, les sujets à traiter, sur le fil correspondant du forum de elbakin.net. Nous n'intervenons pas forcément, mais nous lisons, nous surveillons, nous sous-marinons. Donc nous lisons, n'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous faire part des questions et problèmes que vous voudriez voir traités. Merci encore pour nous avoir suivis et assez procrastiné, allez écrire pendant l'été et on se donne rendez-vous pour le 15 septembre. Ouais. Aimez-nous vivants.